républicain. En dehors de ses positions politiques, le procureur Chaumette lui reproche de s'être prise pour un homme d'État, d'être sorti des fonctions de son sexe. Condamnation qu'il étend à l'ensemble des femmes. Depuis quand est-il permis aux femmes d'abjurer leur sexe et de se faire homme? Depuis quand est-il d'usage de voir les femmes abandonner les soins pieux de leur ménage pour venir sur la place publique, dans la tribune aux harangues, remplir des devoirs que la nature a départis à l'homme seul? Celle qui avait écrit dans l'article 10 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune », finit guillotinée le 3 novembre 1793, juste après Marie-Antoinette. Théroigne de Méricourt est internée pour folie à la Salpêtrière et Madame Roland, autre figure révolutionnaire, finit sur le billot. Tout sera compté quand je ne serai plus. On apprendra au peuple ce que j'ai fait pour lui. Le bien ne se perd jamais sur la terre. L'expérience nous apprend que l'être vertueux qui fut persécuté dans sa vie recueille après sa mort les larmes de la reconnaissance et que sa mémoire est honorée. Pour les hommes, la Révolution les regarde eux, puisqu'ils sont dans le champ du public. On le voit très bien au moment de la Révolution française, où les foules sont mixtes, où à l'Assemblée il y aura celles qu'on surnomme les tricoteuses. Mais on voit bien en même temps que les femmes sont dans les en marge de la Révolution. Elles sont les boutefeux qui poussent les hommes au combat. Elles sont les furies de guillotine qui, disait-on, étaient plus cruelles que les hommes. Mais elles n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir, les hommes veulent se le garder. Donc dans le roman familial de la Révolution, on tue le père qui est Louis XVI, on tue la mère qui est Marie-Antoinette et on le remplace par les frères, pas du tout par les sœurs. Et la fin de la Révolution française conduit à interdire la présence des femmes à l'Assemblée et même la présence des femmes à plus de 5 dans la rue. Donc les femmes sont les grandes perdantes de la Révolution française. Ces femmes de la Révolution française sont actrices, écrivains, un peu des femmes qui socialement ont échoué. Mais les femmes, les révolutionnaires du 19e, telles que Rosa Luxembourg et Louise Michel, ce sont même des intellectuels. Ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur sa croix, Paris sur son grabat, la pitié formidable était dans tes paroles. Tu faisais ce que font les grandes âmes folles, et lasses de lutter, de rêver, de souffrir. Tu disais « J'ai tué », car tu voulais mourir. Louise Michel naît le 29 mai 1830 au château de Vroncourt en Haute-Marne, fille de Charles-Étienne de Maïs, un châtelain sans le sou, et de sa jeune servante, Marianne Michel. Bâtarde mais heureuse, la petite Louise reçoit une éducation libérale et une bonne instruction. Elle obtient le brevet d'institutrice, mais refuse de prêter serment à l'Empire. Elle ouvre une école libre à Audeloncourt, en Haute-Marne, en janvier 1853, où elle dispense un enseignement concret, inspiré de principes républicains. En 1856, elle s'installe à Paris et enseigne rue du Château d'Eau, puis rue Boudon, sur les pentes de la Butte. Dans ses classes, malgré l'Empire, on chantera toujours la Marseillaise. L'éducation est tout au long de sa vie au cœur de son combat politique. Louise Michel croit au progrès soutenu par l'instruction. Elle pense que on ne peut exploiter les êtres humains que s'ils n'ont pas conscience de leur exploitation et que par conséquent la liberté des hommes et le droit à la citoyenneté passe, pour pouvoir bien l'utiliser, passe par une prise de conscience de la situation dans laquelle ils sont et que l'éducation, bien évidemment, est le point nodal. Plus on est analphabète, plus on est soumis à ce qu'impose un pouvoir. Très vite après son arrivée à Paris, Louise Michel commence à militer.
Elle suit les cours du soir, collabore aux journaux d'opposition, fréquente les réunions publiques où elle rencontre Jules Vallès et Théophile Ferré, un jeune militant socialiste, futur dirigeant de la commune, qui sera condamné à mort, le seul homme qu'elle ait aimé. Le 12 janvier 1870, habillée en homme, un poignard caché sous ses habits, elle assiste au milieu d'une foule immense aux funérailles du journaliste Victor Noir, assassiné par le prince Pierre Bonaparte. En signe de deuil pour cette république meurtrie, elle ne quittera plus ses habits noirs. Le 28 juillet 1870, la France et la Prusse entrent en guerre. La bataille de Sedan s'achève par la défaite française. L'empereur Napoléon III est fait prisonnier. Le 4 septembre, la Troisième République est proclamée et un gouvernement de défense nationale est constitué. Paris est bientôt investi par l'armée prussienne. Louise Michel participe à la défense de la ville. Elle crée une cantine, s'occupe des blessés et soutient les sans-travail. 20 combats. Le 28 janvier 1871, le gouvernement capitule et en mars, la commune est proclamée. C'est par son combat durant ces événements que Louise Michel acquiert sa dimension de révolutionnaire. Elle se dépense sans compter, elle est sur tous les fronts, secourt les blessés, organise le ravitaillement, anime le club de la Révolution, prend les armes et l'habit de garde nationale pour faire le coup de feu à l'hôtel de ville, au but, à Issy, à Clamart, combattant au premier rang ou ralliant les fuyards. Elle s'impose aussi par le discours au Club de la Révolution qui se tient dans l'église Saint-Bernard de la Chapelle, où elle expose des conceptions socialistes encore nouvelles et réclame pour les femmes une meilleure instruction. Le pouvoir refuse de leur reconnaître une conscience politique. Louise Michel est comparée à Théroigne de Méricourt. La presse s'acharne sur elle, on la caricature, on la qualifie de pétroleuse et de vierge rouge. C'est à la barricade de la chaussée Clignancourt, avec quelques dizaines d'hommes de son bataillon, qu'elle tire ses derniers coups de feu. La commune s'achève par la semaine sanglante du 21 au 28 mai. 17 000 insurgés sont morts, la répression touche 30 000 personnes. On est frappé par le nombre d'injures qui se répètent, on a presque envie de dire ad aeternam. Elles sont virago, hystériques, toujours resexualisées, vierges rouges, donc toujours un rapport à leur nature féminine, puisque le 19e siècle surtout pensait les femmes en termes très naturalistes. Et si l'on va plus loin que cette image négative et qu'on cherche à comprendre pourquoi, on se rend compte que la finalité est de dénier aux femmes une conscience politique. Eh bien, cela permet de dire votre place n'est pas là, puisque si vous êtes sur la scène révolutionnaire, vous n'êtes plus des femmes. Louise Michel est arrêtée, puis libérée, mais elle se constitue prisonnière pour sauver sa mère, arrêtée à sa place. Traduite devant le conseil de guerre, elle apostrophe le colonel Delaporte qui le préside. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame une part, moi. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Elle est condamnée à 10 ans de déportation en enceinte fortifiée pour incitation à la rébellion. Le 24 août 1873, Louise Michel, matricule 2182, embarque pour la Nouvelle-Calédonie à bord de la Virginie.
sympathise avec les Kanaks, leur apporte les bases du français et monte avec eux des pièces de théâtre. Elle soutient leur révolte en 1878. En 1879, une première amnistie lui permettrait de quitter l'île, mais elle refuse, comme elle a toujours refusé la moindre faveur. Si elle part, ce sera avec tous ou jamais, écrit-elle à Victor Hugo, qui se mobilise pour sa libération. L'amnistie complète pour tous les communards de Paris est proclamée le 11 juillet 1880. Elle rentre avec les autres déportés et arrive le 9 novembre à la gare Saint-Lazare où Clémenceau l'accueille au milieu d'une foule de sympathisants. Son séjour en Nouvelle-Calédonie l'a profondément marquée. Elle évolue vers l'anarchisme. L'emprisonnement et la déportation, plus exactement, marque Louise Michel, mais aussi lui permet une réflexion. Elle est assez déçue, dit-elle dans ses mémoires, de voir un certain nombre de compagnons de déportation ne pas aller plus loin que la réflexion qui était celle de la Commune et à la limite de ne pas se pencher sur le sort des Kanaks. Le 9 mars 1883, Louise Michel, drapeau noir en tête, lance une manifestation des sans-travail. D'abord dispersés par la police, ils réussissent néanmoins à défiler dans Paris. Sur son trajet, plusieurs magasins sont pillés et de violents affrontements ont lieu avec les forces de l'ordre. Dès lors et jusqu'à sa mort, elle devient une propagandiste infatigable de la République sociale. Une figure légendaire du côté du pauvre, de l'opprimé, des travailleurs et des femmes. Sollicitée de toutes parts, elle multiplie les conférences en France, en Angleterre, en Belgique et en Hollande, où elle est en contact avec les principaux leaders du mouvement ouvrier. Toujours bien droite dans sa robe noire sans ornement, elle capte son auditoire par le ton de ses discours et le jusqu'au-boutisme de ses propos, dénonçant l'oppression, exaltant les révolutionnaires, proclamant sa défiance face au suffrage universel. Louise Michel parle, mais elle théorise peu. Elle exprime ainsi sa raison de vivre. Que les champs ne soient plus engraissés de sang, ni la boue des trottoirs pleines de prostituées, afin que le peuple libre acclame à jamais la République universelle. Elle mène une vie de militante active. Elle participe à la manifestation sur l'esplanade des Invalides contre le chômage. Toujours avec son drapeau noir à la main, elle intervient le 3 juin 1886 en faveur des grévistes de Decazeville. Arrêtée, emprisonnée, elle utilise à chaque fois le banc des accusés comme une tribune politique. Elle n'attend rien d'une justice de classe, n'essaye pas de convaincre les juges, préférant défier l'État bourgeois. Elle écrit sur tout, et fait publier ses souvenirs de la Commune et de la Nouvelle-Calédonie qui paraîtront sous forme de feuilletons dans la vie populaire.